Bonjour à tous déjà. Voilà. Déjà merci beaucoup pour l'invitation, enchanté. Donc Rémi Béranger, moi je suis maître de conférence à l'Université de Rennes en maïeutique et je travaille à l'Institut de recherche en santé environnement travail. Et donc je suis également sage-femme au niveau du CHU de Rennes. Alors, je vais prendre, vous savez quoi, je prends le micro, on va faire comme ça. Ancienne. Donc écoutez, je vais vous parler un petit peu effectivement de ces recommandations. Alors avant de rentrer directement dans le vif du sujet, on va planter un peu le décor. Ça, c'est des données, c'est pas moi qui invente, c'est des données de l'European Chemical Agency, donc c'est l'Union européenne. On a à peu près 100 000 produits chimiques qui sont sur le marché européen à l'heure actuelle, dont 70% à peu près n'ont pas ou peu été étudiés sur la santé. Et parmi les 30% qu'on connaît à peu près, on estime à peu près à 225 millions de tonnes, ça c'est les chiffres de 2021, la quantité de produits consommés en Europe potentiellement délétères pour la santé. On a à peu près aussi 30 millions de tonnes de produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques chaque année. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir là tout de suite à l'instant, je vous rassure, mais ça veut dire qu'il faut s'attendre quand même à retrouver un peu dans l'environnement. Et ça, c'est des données de l'Observatoire de la qualité de l'air. On estime à peu près à plus de 2700 le nombre de polluants qu'on va voir de manière courante dans l'environnement intérieur. Et effectivement, vous avez une brochure de l'ADEME qui est pas mal faite à côté. Et quand on compare, en fait, quand on prend toutes les sources d'exposition, effectivement, on comprend vite pourquoi, parce que quand on accumule le tabac, les produits de combustion, tout ce qui est produits de nettoyage, cosmétiques, les émissions liées au mobilier, etc., forcément, on va cumuler des expositions des composés que vous connaissez peut-être de nom, des phtalates, des pesticides, des produits de combustion, solvants, etc. Donc, je passe assez vite parce que Julien vous a déjà un peu présenté ça. L'étude d'Esteban portée par Santé publique France avait pour but justement de quantifier un peu ces expositions au niveau des organismes. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un produit qui est présent dans l'environnement qu'on va forcément y être directement exposé. Maintenant, effectivement, quand on fait des mesures de biomarqueurs, c'est-à-dire qu'on dose dans les urines ou dans le sang en fait, ces composés, chez les enfants notamment, on avait en fait l'intégralité des familles qui étaient présentes chez l'intégralité des enfants. Ce qui montre qu'effectivement, ces expositions conduisent bien à une exposition interne des personnes qui vivent dans ces environnements. Et quand on regarde les effets potentiels, donc ça ne veut pas dire, encore une fois, que toutes les maladies vont se développer, mais c'est un excès de risque par rapport à ces expositions. On va retrouver dans la littérature, on commence à avoir des associations avec tout ce qui est risque de fausse couche, de prématurité. On a des risques aussi, alors ça c'est un travail qu'on est en train de finir au laboratoire sur la prééclampsie et le diabète gestationnel avec certains pesticides. On commence à voir. On va avoir des effets à plus long terme avec tout ce qui est malformation congénitale, par exemple les expositions aux solvants. Ça c'était les données de Pélagie, si vous connaissez un peu les études bretonnes. Des effets sur le neurodéveloppement, ça c'est par exemple avec les métaux lourds, avec les PCB, avec certains insecticides. Et à plus long terme, après tout ce qui va être trouble de tout ce qui est métabolisme, obésité, diabète, avec derrière pathologie vasculaire, risque de cancer, etc. Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est surtout en fait pour souligner, c'est là où je veux en venir, l'intérêt de la prévention. Et on commence à avoir maintenant un peu des données sur la prévention et l'intérêt d'aller faire la prévention. Donc ça, c'est des travaux récents, ça commence à apparaître. Ces deux travaux sur les cosmétiques, l'étude de Harley de 2016, en fait, ils ont sélectionné un groupe de femmes, une centaine de personnes, ils ont fait des mesures urinaires avant, ils sont intervenus auprès des femmes, ils ont remplacé en fait leurs produits cosmétiques par des produits sans parabènes, sans phtalates et sans triclosan. C'est des produits qu'on va retrouver qui sont perturbateurs endocriniens. Et en fait, en seulement 3 jours, on diminue à peu près d'un tiers l'exposition. Ce qui souligne à la fois l'importance de la prévention, mais aussi l'importance des cosmétiques dans l'exposition totale, parce que c'est des composés qu'on retrouve partout. Une deuxième étude qui est dans la même lignée, c'est une étude de Dagobian, elle qui s'est intéressée aux séances d'information, et en fait au fait de donner du matériel, exemple bisphénol A, donc cosmétiques et boîtes d'alimentation. Donc là, ce n'est pas une étude de substitution, parce qu'on ne veut pas chez les gens substituer, on donne simplement et on informe les personnes. Et déjà ça permet du coup de réduire en 3 semaines 45% la concentration urinaire de bisphénol A. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il y a un intérêt à l'heure actuelle, on n'éliminera pas tous les composés, mais il y a un intérêt en tout cas d'avoir certains gestes de prévention auprès des publics, notamment des publics qui vont nous intéresser, c'est autour de la périnatalité. Donc, le seul problème, c'est que finalement le maillon central, quand on parle de femmes enceintes, celui qui va avoir le plus de contacts et qui va avoir
plus de facilité à faire passer ces messages de prévention, c'est le professionnel de santé. Le problème, c'est que ça va impliquer d'avoir une connaissance quand même sur des données assez larges, parce qu'il y a beaucoup de composés chimiques, et surtout, il n'y a pas que les expositions chimiques. C'est la thématique aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout ce qui est alimentation, il va y avoir tout ce qui est allaitement, tout ce qui est prévention à la mort subite, etc. Donc c'est beaucoup de thématiques qu'il va falloir maîtriser pour être en capacité derrière aussi de pouvoir hiérarchiser les messages, parce qu'on a des temps qui vont être contraints sur les consultations, sur les visites. On ne va pas pouvoir aborder tout avec tout le monde. Donc ça veut dire qu'il va falloir choisir les messages les plus intéressants en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Ça veut dire qu'il faut également maîtriser cette notion de hiérarchie. Et enfin, il faut également être en capacité de ne pas court-circuiter des messages prioritaires avec des messages secondaires. Je vous donne des exemples un peu plus tard, mais c'est par exemple un exemple sur l'allaitement. Vous allez conseiller de ne pas mettre de tétine. Si vous prenez la brochure pour prévenir la mort subite du nourrisson, vous conseillez de mettre une tétine, parce que ça prévient la mort subite. Donc à partir de là, forcément, vous allez perdre les gens. Alors, le Collège national des sages-femmes, en 2021, a produit des recommandations justement sur ces messages de prévention avec deux objectifs. Le premier, c'était de faire un inventaire de tous les messages de prévention sur la période périnatale, de la conception jusqu'au postpartum, et de mettre à jour, en fait, à partir de la littérature scientifique, tous ces messages de prévention. Le deuxième objectif, qui pour le coup est vraiment original, c'était d'essayer de proposer une hiérarchie dans ces messages pour accompagner les praticiens. Alors, comment ça se passe du coup en pratique? C'est la méthode HAS. On a un groupe de coordination qui est constitué, qui va désigner un groupe de travail. Donc là, on avait 25 experts qui étaient dans le groupe de travail, des épidémiologistes, des cliniciens, qui étaient organisés en fait autour de 4 axes. Je vais vous détailler ça un peu plus tard. Et on avait un groupe de lecture, du coup, qui est composé, alors il y avait 86 personnes dans le groupe de lecture, qui étaient chargées en fait de relire l'intégralité des textes, et en fait, de faire des annotations et des commentaires. Donc il y a un premier travail qui s'est fait en fait d'un côté, la lecture, et après du coup ça permet de communiquer, de produire en fait des textes finalisés qui sont censés être plus applicables, plus clairs en fait en termes de recommandations. Donc on pratique les sources de données qui ont été utilisées. En priorité, on commence toujours en fait avec les recommandations existantes et tout ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des synthèses déjà faites d'études. Quand c'est pas possible, on va essayer d'avoir de préférence des essais cliniques, et quand c'est pas possible, on va passer plutôt à des études épidémiologiques, voire des avis d'experts. Pour vous donner un ordre d'idée, je n'ai pas les chiffres en tête exacts, mais il y a plus d'1 millier de références qui ont été en fait analysées et débattues en fait par le groupe d'experts de 25 personnes pendant 3 ans. Le tout a été classé en fait et gradé pour en fait départager en fait les niveaux de preuves scientifiques et amener derrière à des recommandations. Donc le groupe de coordination, on était 4, donc 2 sages-femmes, une épidémiologiste et un pédiatre. Et on a fait le choix d'organiser ces recommandations en 4 axes. Un axe plutôt sur les comportements maternels, avec dedans l'activité physique et tout ce qui va être consommation de substances psychoactives, donc comprenez alcool, tabac, etc. Un axe plutôt autour de l'alimentation, le poids et tout ce qui va être supplémentation vitaminique également. Un axe plutôt sur les expositions chimiques, donc c'est ça que j'ai parlé plus aujourd'hui, avec du coup un qui est plutôt sur les expositions domestiques, un qui est plutôt sur les parties cosmétiques, et donc un axe, le 4e, sur la santé de l'enfant, où on va voir l'allaitement maternel, les écrans, le chapitre 7, qui pour le coup est assez nouveau, c'est tout ce qui est les relations d'attachement, donc là c'est vraiment la prévention de la dépression périnatale, et mort inattendue du nourrisson, ou alors syndrome de Bellesco. Et tout ce travail a été fait, donc c'est le Collège des sages-femmes qui a porté, mais c'est un travail qui est collégial avec la Société française de pédiatrie ambulatoire, donc les pédiatres, la médecine générale, mais aussi les usagers, et on a collaboré étroitement avec Santé publique France pour s'assurer que les messages, parce que c'est en même temps que la production du 6 000 jours, que les messages dans le 6 000 jours et dans nos recos étaient harmonisés dans les deux sens. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces RPC du coup? Alors, c'est assez long, il y a beaucoup de chapitres, en fait il y a 12 chapitres que vous pouvez lire en fait de manière indépendante. C'est-à-dire que vous pouvez en prendre un en fonction de ce qui vous intéresse, ou regarder la synthèse si vous voulez avoir une approche un peu plus transversale. Donc, vous allez avoir des éléments un peu plus transversaux. Donc là, par exemple, ça c'est tout ce qui est hiérarchie. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que même si les expositions chimiques c'est important, c'est pas la première chose qu'on a classée en termes de hiérarchie. Et plus on va avancer dans la grossesse,
moins finalement cette notion des expositions chimiques va être importante. Il va y avoir des choses qui vont passer devant au fur et à mesure qu'on avance, comme l'allaitement, comme justement cette histoire d'interaction et de prévention de la dépression, tout ce qui va être du coup les écrans, etc. Donc, ça, c'est ce que j'appellerais par exemple un exemple d'action contre-productive. C'est l'Environmental Working Group chaque année qui produit, donc la liste qui je traduis, c'est les 12 salopards, c'est les 12 fruits et légumes les plus contaminés en produits pesticides. Concrètement, si vous donnez ça aux gens, c'est intéressant, ça parle à mon sentiment, mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont arrêter de manger des épinards et des fraises. D'accord? Et ce que vous voulez, c'est pas que les gens consomment moins de fruits et légumes. D'accord? Parce que le raisonnement qu'il faut avoir, c'est toujours la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire que même pour les épinards qui sont très consommés, il y a toujours plus d'intérêt à consommer des épinards que de ne pas le faire. Parce que le risque lié aux pesticides, c'est un risque faible, le bénéfice à manger des fruits et légumes, c'est un bénéfice important. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, l'exemple de l'alimentation, c'est un exemple frappant, on va tenir compte du risque, du bénéfice, mais aussi du niveau de consommation actuel des femmes dans la population. Est-ce que c'est un type d'aliment qui est surconsommé ou sous-consommé? Ça aussi, il faut en tenir compte. Et donc ça va amener à des recommandations comme ceci. Par exemple, les fruits et légumes, ça, il faut en manger plus. On a à peu près 75% des femmes qui en mangent pas assez. Poissons et mollusques crustacés sur des herbes qui soient cuits, bien sûr, pour les femmes enceintes. Vous pouvez en manger plus. Légumineux, il faut augmenter. Par contre, féculents, aliments complets, par exemple, il faut en manger moins. Ça, c'est plutôt parce qu'on en surconsomme. Et du coup, le bénéfice, il n'y a plus de bénéfice à en manger plus. Par contre, comme il y a des contaminants, autant en manger un peu moins. Concernant les expositions domestiques, là, on va avoir plutôt une stratégie qui va être, et de manière générale, c'est vrai pour les cosmétiques aussi, mais je ne rentre pas trop dans le sujet, parce que vous avez David Boyle qui vous en parlait tout à l'heure. On a plutôt tendance à traiter la source plutôt que les composés. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire il y a tel composé qui est problématique, on va plutôt traiter à la source, c'est plus facile pour les gens et ça permet de traiter plusieurs composés à la fois. Donc on va avoir trois stratégies différentes. Une première stratégie qui consiste à limiter les apports de polluants nouveaux, c'est-à-dire de ne pas faire rentrer des contaminants en contact avec les personnes. Donc la première source de pollution intérieure, il faut bien garantir que ça reste le tabac. Ensuite, on va essayer de recommander d'éviter par exemple tout ce qui n'est pas nécessaire, parfum d'ambiance, ou de limiter l'utilisation de produits potentiellement problématiques, donc, par exemple réduire les produits d'entretien industriel, par exemple au profit de tout ce qui est nettoyage vapeur, c'est une solution par exemple. Tout ce qui va être produit de bricolage, c'est pareil, on va recommander de limiter leur usage, notamment pendant la grossesse. Après, il y a des choses qu'il va falloir, même les pesticides par exemple, on les recommande de les utiliser, mais si vous avez par exemple une invasion de tiques ou de puces dans la maison, des fois il faut bien traiter à un moment donné. Donc l'idée c'est pas d'interdire, c'est plutôt de conseiller, de limiter quand c'est pas nécessaire. 5 minutes. Donc aération des meubles neufs, lavage des textiles, ça aussi ça fait partie un peu des stratégies. Alors c'est pas assez facile à dire comme ça, c'est pas toujours simple, je vous prends l'exemple des pesticides pour illustrer un petit peu. Ça nécessite d'être capable de savoir ce que c'est qu'un pesticide finalement. Les gens, ils n'ont pas de mal à identifier en général la bombe de spray Red, ça va, c'est pas compliqué. Par contre, déjà, le petit autocollant là, sur la vitre, à la Pirette, surtout quand il y a marqué Pirette naturelle 100% bio, les gens ne font pas le lien avec les pesticides, par exemple. Quand on est sur les produits de jardinage, aussi, les gens font à peu près le lien. Par contre, dès qu'on commence à passer, par exemple, sur les produits vétérinaires, c'est-à-dire les colis anti-puces, les gens ne font pas toujours le lien. Et quand on va arriver sur tout ce qui est bricolage, vous avez par exemple dans les peintures, vous avez des conservateurs, c'est des fongicides. Et c'est les mêmes fongicides qui sont utilisés en agricole. Vous avez par exemple, le carbendazime a été interdit en agriculture parce qu'il est toxique, et il est toujours utilisé dans le bâtiment. Et pareil pour les produits de conservation des bois. Deuxième stratégie, ça va être plutôt autour de limiter l'exposition. C'est-à-dire quand il y a un usage qui doit être fait, on va essayer de réduire l'impact en termes de l'exposition. Donc ça va être par exemple le port d'éléments de protection, comme des gants, tout ce qui est lavage des mains, ça marche très bien sur l'exposition. Mais bon, c'est bien de le rappeler des fois. Vous portez des vêtements en manches longues, etc. Tout ce qui va être aération, quand vous faites en fait un geste. Et après, il y a toute la question des labels et de l'étiquetage. C'est-à-dire que, quitte à utiliser un produit, autant utiliser un produit qui va être plus vertueux. Et vous avez un certain nombre de labels qui peuvent être intéressants. Et vous avez des propositions sur les labels de choix qui sont faits aussi dans les recommandations de pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un label, par exemple éco-responsable, ne porte pas forcément sur le produit.
Ça peut être un label éco-responsable qui est accordé à une entreprise parce que, par exemple, elle va financer des projets en fait, éco-responsables. Ça ne veut pas dire que le produit lui-même en fait, est éco-responsable. Donc vous avez intérêt à cibler des labels qui vont être intéressants sur le plan de la composition. Donc vous avez par exemple une brochette de labels publics, par exemple, qui vont être par ici, ou privés, EcoCert par exemple, qui est très bien, qui est beaucoup utilisé par exemple sur les cosmétiques encore. D'autres exemples, par exemple la question de l'usage en fait, des smartphones pour scanner les produits, ça aussi c'est des choses qui ont été abordées. Vous avez certaines bases qui existent, alors avec quand même quelques précautions. Vous avez par exemple l'UFC Que Choisir, Yuka, etc. qui existent à la fois pour les produits cosmétiques, ménagers ou l'alimentation. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce n'est pas des bases de données qui sont faites par des scientifiques validés. Souvent, c'est des bases, soit par exemple Yuka, c'est participatif. L'UFC Que Choisir, c'est basé en fait sur une liste de composés présents ou non. Du coup, il y a quand même un intérêt à faire attention sur la teneur en fait, exhaustive et la qualité de ces bases. En tout cas, ça reste quand même des choses qui peuvent être intéressantes, à condition de rappeler quand même les règles de base. Il faut quand même rappeler à la base qu'il faut éviter les expositions inutiles avant d'utiliser l'application smartphone. Troisième grande stratégie, la question de l'élimination des polluants qui sont présents. C'est-à-dire qu'une fois que les polluants sont dans la maison, ils ont tendance à y rester, parce que l'atmosphère intérieure est préservée des lumières du soleil, c'est peu humide, donc en fait les composés ont tendance à se stocker dans la poussière et à rester là pour longtemps. Donc les conseils ils sont simples, c'est l'aération, les produits les plus volatiles vont être éliminés, et c'est tout ce qui est ramassage des poussières, parce que les produits en fait, organiques ont tendance à se coller dans le carbone de la poussière, et en balayant ou en aspirant, du coup vous allez régler un peu cette exposition. Et après il y a tout ce qui est entretien des ventilations. Alors ça va un peu à l'encontre de tous les bâtiments basse consommation, au contraire, on essaye d'avoir des choses les plus isolées possibles pour ne pas avoir déperdition énergétique. Le problème, c'est que du coup, c'est pas forcément une bonne chose pour la qualité de l'air. Il vaut mieux entretenir au contraire les ventilations et surtout pas les boucher pour la qualité de l'air. Voilà. Donc, pour accéder aux recommandations, du coup, vous avez les recommandations françaises qui sont disponibles sur les archives en ligne HL, donc c'est pour les dépôts de textes universitaires. Vous pouvez, si vous voulez, y accéder via le site du Collège Sage-Femme, c'est plus facile pour accéder au lien, mais sinon vous y avez directement accès sur Internet. Les textes sont intégralement gratuits, disponibles à tous. On peut les diffuser librement, c'est-à-dire qu'il y a un copyright qui permet de le passer, de les diffuser, de les imprimer, c'est pas un souci. Et toutes les images, iconographies, etc. sont réutilisables librement, sous réserve de citer le texte. Et en décembre, donc les recommandations ont été publiées intégralement en anglais par le Collège des Sages-Femmes américains. Donc il y a un numéro spécial qui est sorti dans la revue Journal of Midwifery and Knowledge, qui est une revue de référence sur les soins en périnatalité. Donc on a une revue spéciale, en fait on a tous les textes qui sont sortis également en accès libre, donc téléchargeables gratuitement et accessibles donc, sur les sites de référence site PubMed. Donc pour finir, remerciements bien sûr aux collègues du groupe de coordination, donc Chloé Barazinski qui est sage-femme à Clermont-Ferrand, Catherine Sévigné, pédiatre, Cécile Zaros, épidémiologiste, les 25 membres du groupe d'experts, les 86 lecteurs et bien sûr le collège donc des sages-femmes qui a financé toutes ces recommandations. Merci beaucoup.